Est-ce que tu te rappelles de ta première caméra cachée pour Shona Evans? J'ai bouffé du YouTube. Ouais. Tuto, montage, cadrage, voilà. Tu mets combien sur la table pour te lancer? YouTube, comment j'ai commencé? J'ai commencé par la télé-réalité. Ça ressemble à quoi ta journée type sur un tournage? Le rêve, c'est de faire un Netflix ou un gros Amazon Prime, quoi. Sur le tournage d'Inox, les zombies, coupure d'électricité. En fait, c'est souvent ça, les grosses galères, c'est des galères techniques. Bon, ça fait partie du jeu, mais quand ça arrive, c'est pas drôle. Upster avec Stéphane Tran, c'est parti. Voilà, c'est toutes nos prods qu'on a fait là depuis un an. On est assez fiers de tout ça. Non mais ça on voit pas, En fait on va juste voir à partir de là où tu ouvres la porte. Ok, et là il me dit quoi? Non en fait tu leur racontes ta life. Ah mais ça on le fera après. Ouais. Stéphane, tu fais partie de ceux qu'on voit pas forcément à l'écran, mais sans toi, énormément de vidéos sur YouTube ne se seraient tout simplement pas faites. Ton job, si on peut résumer ainsi, c'est producteur de gros formats pour la plateforme. T'as bossé pour Inoxtag, Michou, Mastu, Amine et j'en passe. Et pourtant, t'étais pas du tout destiné à cette carrière à la base. On est hyper content de te recevoir sur Upster pour en parler. Bienvenue. Merci. C'est cool de Très content t'avoir. d'être là. Écoute, au début, j'ai des toutes petites questions à t'envoyer comme ça, mais tu vas pas y répondre. Et je te les reposerai à la fin de l'interview. Ça marche. Et on peut y aller comme ça. Le plat préféré de ton ancien resto familial vietnamien, c'était quoi? Ta pire galère sur un tournage, c'était laquelle? Le créateur qui, selon toi, mérite plus d'exposition, est-ce qu'il y en a un? Est-ce que tu te rappelles de ta première caméra cachée pour Shona Evans? Ta plus grosse prod, elle coûtait combien? Et le truc le plus fou que t'as été obligé de refuser? Et je te reposerai tout ça à la fin. Mais d'abord, on va parler un peu de toi quand même et du début de ta carrière. Ce qui est drôle avec ton histoire, c'est que rien te prédestinait à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu bossais apparemment au début dans le resto vietnamien de ta famille. Est-ce que c'est vrai? Dans le 94. Ça a commencé comme ça ta vie professionnelle ou pas du tout? Alors, ma vie professionnelle elle a commencé le lendemain du bac. Donc, j'étais dans un privé catho qui était assez exigeant. Et j'avais aucune envie de faire école de commerce, fac de droit, ce genre de choses. Donc, ma vie professionnelle, j'étais le seul à travailler le lendemain dans une usine pour mettre des savons dans un carton de 22h à 6h. C'était plus mes parents qui m'avaient un peu obligé pour aussi m'apprendre le coût de la vie et ce genre de choses à 18 ans. Et très vite, en fait, ma carrière professionnelle, on va dire, a commencé. J'ai mon premier gros job, c'était distributeur de tracts, comme ça on dirait pas. Mais c'était pour la boîte, à l'époque c'était le street marketing, donc c'était de la diffusion dans la rue, que ça soit des tracts ou des animations, ce qui à l'époque était assez développé. Et j'ai commencé en simple distributeur de tracts et au bout d'un an, avec l'envie, le fait que je parlais anglais, je suis devenu chef de projet. Et ça c'était mon premier job, mais avec ce premier job j'ai fait des super rencontres, j'ai rencontré des Snoop Dogg, des Erykah Badu, je parlais anglais, donc c'était vraiment très très cool. Et après on a eu un premier gros client qui s'appelait BlackBerry. Okay. C'était en 2009, donc à l'époque des téléphones, les BBM et tout. Et on leur a proposé en fait de faire une web série sur YouTube. Donc, en 2009. En 2009 ou 2010, j'ai plus les chiffres exacts. Parce qu'à l'époque, du coup, YouTube en France, c'est petit quoi. Voilà, ça venait de commencer, donc c'était YouTube ou Dailymotion, enfin bref, c'était sur Internet. Et puis c'est là où ça a commencé vraiment. Dans ma tête, je me suis dit, ok, j'ai toujours été attiré par le milieu de la vidéo. J'étais un gros cinéphile. Enfin, je regardais énormément de films, j'avais une collection de DVD, mais j'en avais plus de 800 chez moi et tout ça. Ah ouais. Et en fait, ça me permettait vraiment de développer tout ça, de l'écrire pour une marque et tout. Et c'est là où je me suis complètement intéressé. Et puis après, j'ai fait la rencontre d'artistes via les castings et tout ça. Et ça m'a fait développer aussi tout cet aspect événementiel que j'avais déjà. Donc on va dire que la jeunesse était vraiment là quoi. Et juste la série sur BlackBerry là, c'était quoi le pitch du coup? Parce qu'à l'époque c'était un truc tout simple. On avait un des acteurs, il avait joué dans Les Beaux Gosses. On avait d'autres acteurs et c'était juste une bande de potes et on leur faisait utiliser en fait toutes les fonctionnalités du BBM. Ouais. Donc BlackBerry Messenger. Exactement. Pour les anciens. Voilà, ça a commencé comme ça. On avait des guests genre Leslie, Ophélie Winter, Cut Killer. Est-ce qu'on peut la retrouver cette vidéo? Non, je crois qu'elle n'existe plus. Ouais. Comme BlackBerry finalement. Exactement. Mais de là, ouais, ça a commencé là. Et après, je crois le gros coup après, j'ai travaillé pour Jermaine Jackson, donc le frère de Michael Jackson. Ok. En 2011. Toujours avec cette boîte-là? Non, c'était en Indé et tout. Il recherchait des gens pour travailler avec lui, la communication, les vidéos et les photos. Et moi, je faisais des photos avec lui. Alors que je savais pas en faire. Mais c'est toujours se dire, on sait faire, donc on a fait. Donc, parce que toi, du coup, tu t'es fait... Tu t'es mis en indépendant très très vite. Ouais. Comment ça a marché et comment t'as pris cette décision aussi, tu vois, de te dire bon vas-y, en fait je vais y aller solo quoi. Parce qu'au début t'es solo quand même. Quand tu te lances dans ça. Bon, on va dire que j'étais auto-entrepreneur très très rapidement. Je crois dès 2010, j'étais on va dire auto-entrepreneur. Je sais plus c'était. Donc à 20 ans. À 20 ans, ouais, 22, 23 ans. À côté, j'étais aussi à la fac. Donc
On va dire que c'était plus pour avoir... je sais plus pourquoi j'étais à la fac, mais voilà, j'y étais. Je suis pas allé au bout de ma licence. Voilà, c'est ça. Quelle licence quand même? LLCE anglais. Ah, ok. Voilà, ok. donc on avait 12 heures de cours. Ouais, Et, non, c'est par semaine. Hein. Par semaine, voilà. Mais ce que je faisais, c'est que quand je partais en voyage, je faisais des vidéos, je m'étais acheté une petite caméra et tout. Ça venait comme ça commençait comme ça. Et pour l'anecdote, je sais plus si je l'avais déjà raconté, mais du coup, à mon mariage, je me suis fait voler mon matériel vidéo Ok. par un pote. Voilà. Ah bon? C'est encore ton pote? Non, c'est plus mon pote, c'était le DJ, voilà. Il me l'avait volé. Sympa. Et du coup, je partais en lune de miel, j'avais plus de matériel vidéo. Et du coup, je me suis dit, je vais racheter une caméra. Du coup, j'avais un GH4, je me suis acheté un GH5. Donc, c'était vraiment plus développé à l'époque. C'était un petit billet et tout, mais tant qu'à faire, j'ai bouffé du YouTube. Ouais. Tuto, montage, cadrage, voilà. Un vrai ça, c'est ma question aussi. C'est déjà plus à la base, comment t'as découvert YouTube, par qui? Est-ce que tu t'en rappelles des premiers trucs que tu regardais sur YouTube, du coup, au début des années 2010, quoi? Tu regardais quoi, toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois Moi, je regardais. Enfin, j'ai une partie de ma famille qui est américaine, donc je suivais énormément les YouTubeurs américains. Ok. Je sais que j'ai commencé par des danseurs, des sketchs de danse, ce genre de choses et tout. J'ai plus les noms et tout, mais. Parce que c'était très humour en fait au début. Exactement. Donc c'était vraiment avant, il y avait aussi du Vine et tout ça, donc ouais. Je consommais énormément. Et puis à un moment, il y a une vague tech où il y avait énormément de YouTubeurs tech ou caméra, enfin que ce soit américains comme Casey Neistat ou d'autres gens et tout, Potato Jet, enfin des YouTubeurs américains. Et j'ai tout appris. MKBHD aussi. Voilà, j'ai tout appris grâce à eux. Et du coup, je me suis dit après le Covid, tant qu'à faire, autant tester la vidéo et tout. Je savais pas quoi faire. Et j'ai commencé d'abord avec... je suis en train de faire en fait toute ma biographie. Là, c'est quoi le premier truc tu vois, tu me parlais de ton resto que t'as vendu. C'était quoi, du coup? C'était à la fin de ta vingtaine que t'as vendu ce resto-là? Non, j'avais 31 ans. 31 ans, ouais. Le premier truc que t'achètes, tu vois, pour t'équiper, c'est quoi à l'époque? T'en rappelles ou pas? Du coup, j'avais perdu mon GH4 et je me suis acheté un GH5. Ok, donc c'était là à ce moment-là. Voilà. Et donc tu commences avec ça? Ouais, c'est ça. T'es tout seul? C'est ça. Tu mets combien sur la table pour te lancer, tu vois? Tu te dis combien je mets? J'avais vendu mon restaurant, j'avais fait un bénéfice et on va dire que j'avais investi peut-être 10 000 euros. Que ça soit un ordinateur, la caméra, des objectifs. Après, logiciel de montage. Ouais, accessoires, caméra, micro et tout, lumière. Ouais, j'en avais pour 10 000 euros, quoi. Tes premiers tournages, ils ressemblent à quoi? C'est des petits trucs? Tu t'en rappelles ou pas? C'était des interviews. J'ai commencé en fait par proposer mes services. Je savais qu'il fallait que j'ai de la visibilité. Donc proposer mes services pour faire de l'image avec des gens de ma communauté, donc la communauté asiatique. Ok. On va dire que on souffrait un peu de visibilité et du coup je proposais à faire des interviews, ce genre de choses pour leurs réseaux sociaux à des gens de ma communauté. Okay. Donc je commençais par des interviews de restaurateurs, faire des petits films promotionnels à des magasins ou ce genre de choses. J'ai commencé par là, quoi. Ou des petits clips par-ci par-là, quoi. Donc t'étais pas encore avec des gros youtubeurs? Non, pas du tout. Comment on rentre dans cette sphère-là au début? Est-ce que tu te rappelles de ta porte d'entrée? Parce qu'en fait, d'extérieur, on a l'impression que c'est une bande de potes, que c'est parfois aussi peut-être un peu fermé, tu vois, de l'extérieur. Comment tu peux rentrer à l'intérieur de ça, quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, YouTube, comment j'ai commencé? J'ai commencé par la télé-réalité. Donc, on m'a proposé de travailler avec un couple de télé-réalité. Moi, j'avais aucun problème avec ça et tout. Donc, j'ai commencé. Tu devais faire quoi pour eux? Réaliser des vidéos. Ok. Donc, travailler les concepts avec un créa et les produire, quoi. Donc, j'avais la double casquette Real Prod. Pour leur propre page à eux? Exactement, ouais. Ok, indépendant. Et c'est très vite monté, hein. Au bout de 2-3 mois, il y a eu plus de 300 000 abonnés. Ah ouais. On a fait des vidéos à des millions de vues. C'était à l'époque où ça marchait bien la télé-réalité, il n'y avait pas tous les problèmes. Donc c'est vrai qu'à un moment, on avait une sorte de spécialité à ce niveau-là, on les a tous eus. Ok. Ils se repassaient le filon. Exactement. Mais derrière, c'est vrai que Webedia nous a repérés et premier projet sur lequel on nous a mis, c'était Inox à l'époque. Ouais. 24 heures pour faire un film de cascade. Et... C'est quoi ça? C'est la Gang Potion. Ah ouais? Fais goûter? Non. Laisse-moi goûter, je te dis. 3 millions de vues. C'est ça, super bien passé. C'est très cool. C'était un premier 24 heures. On savait pas que le 24 heures allait annoncer pas mal de choses après, quoi. Tu te rappelles de quand on te propose ça, ta réaction, c'est quoi? Tu te dis, putain, là j'ai débloqué un truc, ça peut être vraiment cool. Est-ce que c'était un truc, toi, que tu voulais, tu vois, à la base, dans ta réflexion, aller bosser pour du youtubeur? Non, pas du tout. Okay. Quand j'ai commencé en tant que vidéaste,
jamais je me serais dit que j'allais dans cette voie-là. Et au final, c'est juste de l'adaptation, c'est de l'excitation parce qu'on te demande de faire un film de cascade en 24 heures. Et c'est juste une question de défi. Après, le défi, j'ai pu le réaliser parce que j'avais un de mes meilleurs amis qui est cascadeur, qui connaît une école de cascade avec 150 cascadeurs. Forcément, ça aide beaucoup. Mais j'ai tout fait moi-même. J'ai fait la double casquette Real Prod, c'était la grosse débrouille et c'est que du kiff, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu bosses avec les plus grands, Michou, Inox, Mastu. Ça ressemble à quoi ta journée type sur un tournage? Alors tous les tournages sont différents, j'imagine, même en termes de difficulté, tu vois, de prod et tout. Mais toi, est-ce que tu as une espèce de routine, toi, quand tu arrives sur un plateau ou pas? Comment ça marche? En vrai, il y a le jour J, en fait, tout déjà est préparé la veille, on va dire. Donc au moins la veille. Ouais, au moins la veille. Mais je veux dire techniquement et tout pour les gros tournages. Mais j'ai pas vraiment de routine. Mon but, je me vois vraiment comme un capitaine d'équipe de foot où déjà il faut que je sois serein pour diffuser de la sérénité à mon équipe. C'est-à-dire que même si c'est bourbier, même si c'est difficile, on sait que la journée va être difficile. En fait, le fait d'être peace, même s'il y a des galères, même s'il y a des trucs qui forcément l'ont pas fait et tout, je vais régler avec le talent et ça va le faire. Donc déjà, c'est très important pour moi. Il n'y a pas vraiment de routine. Je fais énormément confiance à mes équipes, que ce soit techniquement ou en prod. Donc à ce niveau-là, je suis pas à checker derrière tout le monde et tout. Forcément, on regarde. Mais en général, c'est moi qui présente au client ou du coup au talent. Bah voilà, ça c'est les axes de cam, c'est comme ça va se passer comme ça. Après le reste, t'es pas au courant, fais-nous confiance, quoi. Sur un tournage comme 48 heures dans les backrooms avec Inox. Pour être plus sincère avec vous, les gars, à partir de maintenant, les 48 heures sont lancées. On est dans les backrooms, le but c'est de sortir. Donc les amis, on sait pas ce qui va se passer, on est bloqué ici. Donc les gars, bonne chance à nous. Combien de membres de ton équipe sur le set? Je crois qu'on était entre 50 et 70, j'ai plus le nombre exact. Mais et toi, t'es le capitaine de tout ça, quoi. Exactement, ouais. C'est un 48 heures. C'est un truc qui s'apprend, ça? Non, je pense que c'est de l'expérience. Ouais. Enfin, ça s'apprend avec de l'expérience. Ouais. Mais vu que j'ai la chance d'avoir un background d'événementiel, donc gérer le stress, gérer du live à l'époque et tout ça, ça fait que j'arrive vraiment à gérer tout ça sans souci. Aussi, bah, t'as la charge de travail, t'as résistance à la fatigue. C'est un 48 heures, sur un 48 heures, tu dors pas beaucoup. Après, les équipes tournent. Et pour pas faire d'erreur, c'est on va dire que sur 24 heures, je suis éveillé 20 heures, quoi. Donc voilà, avec mon téléphone quand je dors, s'il y a le moindre souci, et parfois il y a des soucis, quoi. Donc, il paraît que tu es capable de faire organiser un tournage en 2 jours. C'est vrai. Comment ça marche? Si t'as un talent, là, comme tu les appelles talents, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. D'après ce que je comprends. Si, je sais pas, un Amine t'appelle là, il dit ouais, dans 2 jours, il faut que je fasse un truc au stade Charletti ou je sais pas quoi. En fait, j'accepte si je sais que c'est faisable. Je vais pas dire oui pour dire oui, mais je suis beaucoup dans l'anticipation. Donc, si je sais que mes éléments clés sont dispo, c'est-à-dire qu'en 2 jours, je sais qu'en fait le lieu, c'est possible, et ma tech est dispo, on le fait. C'est juste ça. Après, il y a toujours des trucs. Si on me demande, je sais pas, de ramener l'armée dans 48 heures, c'est autre chose. Mais toujours maison, mais on a fait des gros projets à des dizaines de millions de vues qui sont faits en 2 jours. Ouais. Genre Michou, l'ascenseur 2. Allez, t'es courageux mon pote. On reste là nous hein. Tu rigoles quoi? Allez, venez, oh bordel. Oh, c'est quoi ce truc? L'étage. Ouais, j'ai une vidéo. Par exemple, on l'a fait en 48 heures. Ouais. Ok. Bien rentabilisé. Demander le dimanche, tourner le mercredi. Voilà. Ah putain, ok. Voilà. Fort. Voilà. Et tu dis que c'est la plupart du temps une ambiance un peu de potes, de colos qui font comme un court-métrage, quoi. Est-ce que ça s'est toujours passé comme ça ou ça a été quand même. Il y a eu des tournages plus compliqués? Je prends l'exemple où tu vois, t'as tourné avec Amine sur une île en Bretagne, là. Où j'imagine qu'en logistique c'était tirage de cheveux ou c'était hardcore, quoi. Non, on était bien préparés parce qu'on avait les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'on avait l'île de 7h30 à 7h du soir à cause de la marée. Donc c'était toute une orga, les gens savaient. Donc aussi c'est bien quand les gens savent qu'on va travailler tant d'heures ou quoi que ce soit. Donc c'est bien d'avoir des marqueurs et tout. Donc en vrai, sur le papier, oui, c'est ramener une 60aine de personnes de Paris en Bretagne. Donc ça, c'est un casse-tête logistique la veille. En amont, mais en vrai non, c'est pas si difficile. Après c'est aussi l'aventure, on va tous en Bretagne, c'est des paysans, on a eu de la chance, il a fait beau pendant 4 jours alors qu'en fait il fait tout le temps, enfin le lendemain du tournage il a fait moche en gros. Donc c'est vrai que ça a fait un esprit colo et tout, mais ça reste très sérieux, quoi. Toi, tu te verrais aujourd'hui bosser pour autre chose que des youtubeurs, tu vois, si on te propose un truc télé par exemple, c'est un truc où tu réfléchirais plus ou tu te sentirais moins à l'aise ou c'est un truc qui t'intéresse pas tout simplement, tu vois? Non, c'est l'ambition.
C'est vrai? L'ambition, parce que je suis né dans fin des années 80, donc j'ai grandi dans les années 90, donc gros consommateur de télé. Quand je vois le Big Deal qui remarche, je suis content parce que j'ai regardé ça, j'ai regardé Fort Boyard, Interville. En fait, on avait que ça. On n'avait pas Internet, on n'avait pas de portable, on avait la télé, c'était sacré, on regardait ça en famille. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on refait le maillon faible, apprends-nous à laisser, ce genre de mécanique qui en fait existe depuis la nuit des temps, même des tournées manèges, donc des Love is Blind ou ce genre de choses. Ça me fait plaisir. Et en fait, aujourd'hui, avec l'avènement de la VOD, les télés aussi en direct ne peuvent plus marcher comme avant, donc ils sont obligés de faire du stock du stock et tout ça. Et aujourd'hui, ils savent pas faire. Ouais. Parce que leur méthodologie, parce que peut-être une génération qui ne s'adapte pas. Il y a aussi une évolution technologique, donc qui fait qu'on peut avoir des coûts moins chers. Donc faire un live coûte moins cher, faire une petite prod coûte moins cher. Et ça, aujourd'hui, nous, on a envie de se positionner dessus parce qu'on a un savoir-faire. On est l'école de la débrouille, quoi. Donc la télé m'intéresse beaucoup. Il y a des marchés qui sont en avance là-dessus, tu trouves, à part les États-Unis ou en tout cas sur le divertissement télé, qui ont repris un peu du poil de la bête, tu vois, selon toi? Ou est-ce que vous regardez, vous, ailleurs? C'est ça la question aussi. Nous, on regarde ailleurs parce qu'on s'inspire aussi. Ouais. Et on réadapte. Donc ça, c'est normal. Après, il y a toujours... le rêve, c'est de faire un Netflix ou un gros Amazon Prime, quoi. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut qu'on passe par la case de la télé. Ouais. Parce qu'on se dit qu'un Netflix, en fait, t'es vu mondialement. À la télé, ça reste très national. Aujourd'hui, quelqu'un comme Squeezie, tu vois, il annonce que parfois, certains de ses formats vont lui coûter plus de 500 000 € à produire. Alors, et après, il dit que c'est des formats sur lesquels il n'arrivera pas à rentabiliser, quoi. Tu penses qu'on va monter jusqu'où, toi? Tu penses que c'est possible d'aller taper 1 million, d'aller taper... Bon, après, quand on va MrBeast, tu vas me dire que oui. Mais en France, en tout cas... C'est possible, c'est juste une question de calcul. Ouais. MrBeast fait des vidéos à 10-15 millions parce qu'il sait que ça va lui rapporter 10-15 millions. Et justement, MrBeast, maintenant, il est passé en plateforme. Ouais. Tu vois, avec Amazon. Mais il l'a dit, par exemple, sur ce projet, il n'a pas gagné d'argent. Mais justement, c'est smart pour moi parce que c'est une économie qui rapporte quand même beaucoup d'argent, que ça soit via les droits d'auteur, la sponsor, la monétisation. Donc, il y a plusieurs sources de revenus, en fait, pour un créateur. Et le fait qu'il ait, en fait, pour moi, pas gagné d'argent, c'est ce qu'il dit, mais je trouve ça smart, de tout dépenser pour se faire une vitrine derrière et se faire kiffer aussi. Derrière, je sais que ça va lui amener sur ses prochaines vidéos peut-être plus de marques, plus de choses et plus d'ouverture par rapport à tout le monde parce que là, Amazon Prime, c'est mondial. YouTube, en fait, c'est toujours ça, YouTube, c'est que tu as des recommandations, mais en fait, il faut aller chercher toi-même, en fait, ton propre créateur. Alors que là, Amazon Prime, en fait, tu as juste à la plateforme et tout le monde le voit. Ouais. Donc là, il s'est ouvert un marché incroyable. Et pour moi, en France, ça se fera quand on fera les bons calculs. C'est-à-dire que on sait combien coûte une prod, on sait combien on peut la vendre, parce qu'on sait combien elle peut nous rapporter. Si demain, Kaizen l'a fait, mais si demain, ta prod, elle est vendue à la télé, en VOD ou au cinéma, derrière, c'est un autre calcul, c'est-à-dire que possiblement, en fait, ta vidéo peut coûter 600 000 parce que tu as la possibilité, en fait, de ramener 600 000 de budget. Surtout qu'on sait qu'il y a des grosses boîtes de prod, là, je pense à, évidemment, Banijay, qui commence à vraiment mater de plus en plus les formats de youtubeurs, tu vois, pour ensuite les prendre en fait en IP chez eux. Et ça, c'est un truc que tu vois, toi, de l'intérieur, si tu vois ça, en tout cas, c'est en train de bouillir, quoi, ce truc-là. Ah oui, bien sûr. Bon, on le voit déjà que ils testent via la télé-réalité, mais qui font des concours d'anecdotes et tout, et on voit que il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui a été fait sur YouTube avec des créateurs, des youtubeurs. Ils regardent ça à fond. Hein, oui, bien sûr, mais ça marche. Mais après, même par exemple Canal+, qui refait un détecteur de mensonges, par exemple, avec exactement la même DA, les mêmes codes et tout. Ouais. Mais quand tu regardes les crédits, nous on est 6-7, eux ils sont 20. Ouais. Donc forcément, tu te dis que ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Mais est-ce que ça vaut forcément plus cher? Je crois pas, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est juste une méthodologie de travail. Et ce qui est marrant, là, tu vois, on parle de l'étape d'après, un peu l'étape plateforme, là. C'est marrant parce que, genre, MrBeast, il dit, j'ai écouté une interview de lui où il parle de ses Beast Games et tout. I am standing on $5 million of real money, the largest grand prize in entertainment history. And competing for this $5 million are these 1,000 contestants! Come on in! Ou en fait, même dans l'écriture, il l'a fait différemment, tu vois. Même dans les plans, il l'a pas du tout pensé comme un hook de vidéo YouTube, tu vois. C'est le début de l'épisode et tout. Ah oui, parce que il l'a dit, ses potes, personne les connaît. Ouais. Il redémarre à zéro. Lui, il fait des formats 15-18 minutes. Là, il est obligé de faire du 40 minutes. Mais au final, tu regardes ses nouvelles vidéos, ils font du 30-40 minutes, donc il apprend aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, sur Internet, on n'a aucun code. Ouais. Donc forcément, il y en a. Il y a des métas qui marchent et tout, mais si lui décide de mettre cette méta-là, tout le monde va suivre. Ouais, c'est un peu le rôle du précurseur, quoi. Exactement, ouais. Tu penses qu'on risque pas un jour l'overdose de format? Est-ce que c'est possible, toi, tu penses? Je pense qu'on l'a déjà eu.
C'est vrai? Tu penses qu'on a passé à un pic? 2023, tout le monde, c'était à la course. Bah, nous, on était dedans, donc tout le monde est à la course au gros format. Ouais. Et Toi, est-ce que t'avais genre trop de propal quoi? À un moment, tu t'es dit. Ouais, il y avait trop de propal, trop vite, enfin très vite et tout. Après, il y a eu 2024 où il y a eu un changement aussi, plus de gros événements, du live, ce genre de choses, donc c'était un peu plus posé et tout. 2025, je sais pas. T'as toujours Squeezie qui innove, fait des concepts et tout, mais on voit que bah, ça coûte cher et tout. Maintenant, c'est aussi pour les créateurs réfléchir différemment. C'est-à-dire, ok, est-ce que je reviens à un truc un peu plus naturel, du podcast ou ce genre de choses, ou je pense que ça va être juste une question d'équilibre en fait. Un gros tournage avec 3 filaires très très simples du studio. Bah, on voit en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est souvent, tu vois, genre 2-3 ans après les États-Unis. Là-bas, clairement, c'est le podcast filmé qui explose un peu tout sur YouTube aujourd'hui, quoi. Donc, est-ce qu'un marché comme la France, ça peut aussi marcher comme ça? Bah, après, tu vois, on a le succès de Légende, par exemple. Ouais. C'est un peu ce style-là, quoi. Mais tu vois, même Mike Flacarlito, au final, ils sont revenus à un truc beaucoup plus posé studio et ça marche très très bien. Toi, t'es à la tête de ta propre agence aujourd'hui, donc Motaiba 1, 2, 3 en vietnamien, ça veut dire ça? C'est ça, ouais. Pourquoi 1, 2, 3? Pourquoi pas c'était vraiment comme ça, quoi? Bah, en fait, pas 4, 5, 6, quoi. Bah, déjà, à la base, je trouvais que ça collait très très bien ensemble. C'était aussi c'est un rappel aussi au Vietnam, c'est mes origines. Pour moi, c'était très très important qu'on ait ce marqueur-là par rapport à moi, mes origines, mon histoire et ma volonté aussi d'affirmer un peu plus en fait ce côté identitaire. C'est important dans ce milieu-là. Et du coup, ouais, ça fait 5 ans. Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui là-bas? Là, on va dire qu'en interne, j'ai tout le côté prod. Donc, on est 6 ou 7. Donc, okay. Prod, un peu com, enfin, voilà. Et après, le reste, c'est des talents créatifs qui viennent travailler avec nous. Quoi, en free, quoi. En freelance, ouais. Ok. T'as produit plus de 100 vidéos en 2024. Ça représente combien, tu vois, en chiffre d'affaires, ça? À peu près, sauf si t'as pas envie de... Ouais, non, dans les ça lignes. fait à peu près... qu'on se rende compte 1 million et demi, ouais. 1,5 million, ouais. Ok. Donc là, pour l'année 2025, comment tu fonctionnes? Genre, est-ce que tu as déjà plein de trucs qui sont cochés ou tu restes flexible pour être, tu vois, à l'appel du truc qui peut venir au dernier moment ou... En fait, 2025, j'ai envie d'explorer des nouveaux horizons. Okay. On a parlé de la télé, donc très intéressant. Dernièrement, on a fait une prod avec une prod télé, enfin celle qui a fait les loups-garous de Pana. Si là tout de suite on m'écoutait, on sortait un loup, on avait gagné la partie. Est-ce que ce jeu va nous rendre fous? Avec Panayotis, c'est... Exactement. Ouais, ok, d'accord. Donc, nous, on a énormément appris. C'était Dream Spark. On a adoré cette Et t'apprends quoi? C'est juste en termes de moyens, en fait, tu vois que ça n'a rien à voir ou t'apprends même dans le storytelling? C'est plus dans le storytelling. La manière d'appréhender une vidéo, la manière de la raconter, c'est très enrichissant parce que ce soit moi ou les autres membres de mon équipe, on vient pas forcément du même milieu. Enfin, on est des passionnés. Donc on n'a pas forcément fait des écoles ou ce genre de choses. Bon, on essaie, on va dire, de se professionnaliser, même si on l'est déjà. Mais on trouve ça super intéressant en fait de travailler avec ce genre de production. Donc il y a ce pendant-là, donc le pendant télé et la VOD. Personnellement, j'ai envie de travailler aussi tout ce qui est Twitch. Okay. Donc pour moi, il y a un mid entre les grosses prods live et le Atom, enfin chez soi. Pour moi, tout ce qu'on a fait en froid, donc sur YouTube, on peut essayer de le recréer avec interaction du chat sur du show. Okay. Donc je sais pas... 24 heures bloquées dans quelque chose, ce genre de choses, on peut le refaire en live. C'est un peu ce qu'on peut voir aussi avec des Z-Event ou des genres de trucs. Ouais, mais alors là, t'as pas le côté format, tu vois. Toi, tu penses qu'il y a une place sur le format? Moi, je pense que le format en show, ça peut très bien marcher. Okay. Ça ressemble un peu à de la télé-réalité ou moi, j'irais plus dans du Truman Show ou des choses comme ça. Et un truc comme a fait, tu vois, Riles ce week-end là, ça aussi, c'est un truc un peu. Ça, c'est l'avenir. Ouais. C'est événementialisé, c'est dénoté aussi. Ouais. Au final, c'était un live. Relayé sur tellement de médias. Ouais. C'est faire des choses différentes. Aujourd'hui, Internet nous permet d'être différents en fait. De pas avoir les codes de la télé où forcément, t'as le CS. Enfin, c'est plus le CSA, c'est Adobe. Non, c'est pas Adobe. Non, c'est l'Arcom. Arcom, voilà, c'est ça. C'est encore une chose Adobe. Ouais, qui te surveille tout. Ouais. En fait, tu dois faire super attention. Tous les éléments de langage sont surveillés et tout. Alors qu'Internet, en fait, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est un vrai terrain de jeu, quoi. Trop bien, on regardera tout ça. Ouais. Les questions du début, pour terminer, okay. Je te les repose. Ah, c'est déjà fini. Bah ouais, ça va vite, hein. Le plat préféré de ton resto familial dans le 5e arrondissement, du coup, t'en avais un ou pas? Ouais, moi c'est la soupe pho, donc c'est un peu le plat national. Je peux en manger 3 fois par jour.
Au moins. Ouais, petit déjeuner, dîner, je peux le manger n'importe quel moment. Et tu manges ton feu, pas les autres. Parce que... Si, mais je le réadapte à chaque fois. Mais ouais. Ta pire galère sur un tournage, tu t'en rappelles ou pas? S'il y en avait une à retenir. Si, bah c'est sur... Oh, il y en avait plusieurs. Sur le tournage d'Inox, les zombies, coupure d'électricité. Écoutez-moi, c'est horrible, je sais. C'est horrible, je sais. Donc plus de cam? Si, parce que c'était sur batterie ou Si, c'était sur batterie, mais il fallait en fait aller dans la nuit, tout rebrancher dans un endroit hanté. Voilà, c'est ça. En fait, c'est souvent ça, les grosses galères, c'est des galères techniques. Bon, ça fait partie du jeu, mais quand ça arrive, c'est pas drôle. Et tu mets la main à la pâte, t'imagines? Ouais. T'y es aussi, quoi. Le créateur, selon toi, qui mérite plus d'exposition, est-ce qu'il y en a un, toi, que tu regardes et que tu kiffes et que tu trouves encore trop petit, selon toi, tu vois? Trop petit. Enfin, trop petit, tu vois, que t'aimerais qu'il soit plus gros, quoi. En ce moment, on travaille avec Marcus. Ah oui, bien sûr. Sur live Twitch. Ok, le meilleur pote de Lena. Exactement. Et justement, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Ouais. Ok, trop cool. Très potentiel, que ça soit dans la mode, que ça soit dans le lifestyle, que ça soit même divertissement aussi. Dans le divertissement, je trouve qu'il y a un très très gros potentiel. Ouais. Toi, ta homepage YouTube, elle ressemble à quoi? T'en as plusieurs? Est-ce que t'en as une? Alors, dans ma homepage, qu'est-ce qu'il y a le matin quand je regarde? Parce que, enfin, moi j'ai une mécanique tous les jours de travail, ça fait partie de regarder son portable, mais je me lève, je vais sur TikTok. Pendant 30 minutes, je scroll. C'est vrai? Et en fait, mon algorithme est travaillé pour faire en sorte que je sais quel type de vidéos sont sorties la veille. J'ai tous les meilleurs moments de tous les live Twitch de la veille. Donc, je sais ce qui s'est passé sur le live d'Amine, sur le live de telle ou telle personne. Et en même temps, t'as un peu d'infos, tu vois, t'as du basket et tout ça. Après, je vais sur Twitter, enfin sur X, où là, c'est plus les brèves et tout. Donc là, c'est plus de l'information, savoir ce qui s'est passé et tout. Donc, t'es sur du short form le matin? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Et ça me prend 1 heure, quoi. Mais ça, tu fais ça. C'est ta revue de presse, quoi? Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Mais c'est ce que faisaient les éditions de journal, des journaux, des trucs comme ça, donc c'est à peu près la même chose. Et après je vais sur YouTube pareil, je regarde les tendances, qu'est-ce qui a marché et tout. Bon, après mes abonnements, t'as le droit de nous sortir un truc complètement random non, que mais personne moi, regarde. Ah, mais par exemple moi je sais que moi je suis fan de NBA, donc en fait okay. J'ai tous les résumés des matchs et je les regarde, quoi, je les bouffe, donc ça c'est plus une partie de plaisir. Après derrière, quand je vois qu'il y a une vidéo qui a marché, je vais la regarder, forcément tu regardes ce que font les autres, okay. Ou tu regardes ta propre vidéo, important aussi. Si tu veux en plus, c'est ça, ouais. Plaisir. Mais je suis abonné en fait avec les créateurs avec qui je travaille, donc. Tu te rappelles de ta première caméra cachée pour Shona Evans? Du coup, c'était avec Banijay. Enfin, Shona Evans et tout. C'était très sympa. C'était inspiration François Damiens, c'est tout. Quelque chose que j'ai jamais fait, mais c'est toujours dans le délire de OK, on le fait. Donc voilà, ça l'a fait. En vrai, très content du résultat et tout. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est improbable. Ouais, complètement. Ouais. Ta plus grosse prod, elle coûtait combien? La plus grosse, je dirais 180. Ok. Le truc le plus fou que t'as été obligé de refuser pour diverses raisons, mais t'as dit là, non, c'est trop chaud. Enfin, c'est trop chaud. Là, c'est pas possible. Je sais pas, je suis quelqu'un qui dit toujours oui. C'est pour ça que t'es un des meilleurs. Si, en fait, on a fait un tournage avec Red Bull. Et okay. En fait, il devait sauter, c'était Wild Drop, et il devait sauter d'un avion en parachute dans la mer. C'est les premiers civils à le faire en France. Et en gros, le matin, on apprend que tempête, c'était pas possible. Et après, je sais pas comment, il y avait un créneau de 5 minutes. Ah ouais. Et on m'a demandé de demander aux talents de sauter. Sauf que ils avaient pas envie. Donc j'avais pas envie de les forcer, quoi. Ouais. Donc il y a que Amine qui l'a fait parce qu'il a envie de le faire. Mais sinon j'ai refusé de convaincre les talents de le faire. C'est okay. Pas, enfin il y a un côté moral aussi, quoi. Ouais, c'est pas ton rôle non plus, quoi. C'est des gens que je côtoie très régulièrement. Je dis pas que c'est mes potes et tout, mais il y a de la confiance. Bah écoute, merci, c'était cool. Ouais, c'était très cool, ouais. C'était rapide, hein, je pensais que ça allait être plus long et tout. Ah bah attends, on a déjà les 40 hein, presque, hein, je pense. Ah ouais, ok, ouais. Ça marche. Merci d'être venu en tout cas, très cool. Et on suit tes prods sur les YouTube, sur les plus gros YouTube de France, on va dire ça comme ça. Ok, il y a des choses qui arrivent très très cool, donc c'est vrai avec grand plaisir, ouais. Trop bien. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.